Cette rencontre intitulée, alors vivre ou survivre, mais je dirais que l'essentiel c'est avec qui a lieu cette rencontre. Elle a lieu avec Céline Minard qui est à ma gauche, l'auteur du Grand Jeu, donc Le Grand Jeu aux éditions Rivage. On entrera bien sûr plus en détail sur le livre juste après, mais je dis juste très très rapidement, c'est l'histoire, j'aime pas trop dire ça, mais c'est l'histoire d'une femme qui décide d'aller vivre une expérience. Alors, on verra comment on la caractérise après, mais de survie dans des conditions un peu extrêmes, puisqu'elle décide de s'isoler dans la montagne. Et on va voir comment elle organise sa vie ou sa survie dans cet univers-là. À sa gauche, Valentine Gobi, l'auteur de nombreux romans, mais le dernier s'intitule Un paquebot dans les arbres aux éditions Actes Sud. Alors, là encore, une expérience, mais d'un autre... bon, un petit peu différente, évidemment. Vous n'avez pas écrit le même livre. Et vous nous en direz plus tout à l'heure. Une famille pour qui, au départ, tout va plutôt bien et à qui tout réussit, qui va être soudain touchée par une maladie, la tuberculose des parents, qui, à l'époque, évidemment, avait des conséquences dramatique, puisqu'on ne la guérissait pas, et surtout, on est juste après la Seconde Guerre mondiale. On pourrait penser que c'est bien, la sécurité sociale a été inventée, donc on peut être soigné, mais la sécurité sociale ne couvrait pas encore les commerçants, les indépendants à cette époque, et donc, évidemment, on va voir comment cette famille s'organise pour vivre et survivre à cette expérience évidemment difficile. À votre gauche, Valentine Gobi, Christine Montalbetti, auteure de La vie est faite de ces toutes petites choses aux éditions POL. Alors là, on est peut-être plus proche de l'expérience de Céline Minard. En tout cas, c'est une autre forme, c'est vraiment une expérience puisque vous racontez, alors c'est une fiction, mais vous nous plongez dans l'expérience qui a été celle des astronautes, spationautes, de la dernière navette spatiale américaine. Et donc on vit avec les astronautes, on vit exactement avec eux, chacun de leurs gestes, chacun de leurs... donc on pourrait dire comment vit-on, comment survit-on en apesanteur, dans un milieu clos. Est-ce que ça ressemble à la vie ordinaire ? On verra ça tout à l'heure. Alors, peut-être que, pour commencer, d'abord, je vais dire très très rapidement, vraiment, je n'ai pas épuisé évidemment vos livres, mais est-ce que vous avez eu envie, les unes et les autres, de mettre en scène quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'expérience de vie ou l'expérience de survie, enfin, on verra après ce qu'on dit, mais une expérience de vie dans un milieu particulier et voir ce qui va se passer. Ensuite, peut-être Céline Minard d'abord, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus évident. Évident. Ce que j'ai voulu mettre en mots comme expérience, c'est peut-être plus une expérience de pensée qu'une expérience de survie, ou c'est une expérience de grande vie, mais de grande vie dans la pensée. C'est pas tellement la survie le problème dans mon roman, parce qu'elle n'est pas du tout misérable ou mal équipée, parce qu'au contraire, elle est super bien équipée et qu'elle a tout pensé pour être en autarcie totale, pour voir si cette autarcie pouvait la conduire à une autonomie. Et voilà. Donc ce retrait, il est complètement maîtrisé, complètement calculé, et la prise de risque n'est pas là. Là, il n'y en a pas. Elle est ailleurs et elle est un peu inattendue pour le coup. Mais en tout cas, c'est plutôt une expérience de pensée pour moi. Voilà, c'est une expérience de pensée. Et effectivement, est-ce qu'on m'entend ? J'ai l'impression qu'on ne m'entend plus. Oui, ça y est, on m'entend. Effectivement, elle a tout. Enfin, elle a tout. Peut-être pour le dire un petit peu pour le public, elle a pensé aux panneaux solaires. Elle a vraiment, elle fait appel aux meilleures technologies pour pouvoir vivre dans ce lieu théoriquement isolé, c'est Robinson Crusoe, mais avec tout, enfin, qui l'a choisi d'abord, ce qui est quand même une grosse différence, et oui, avec tous les moyens de la technologie.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un habitat hyper artificiel qui est planté sur un éperon rocheux qui, lui, est hyper naturel, si on veut. Donc il y a un contraste là que j'ai voulu aussi parce qu'on n'habite pas dans ces endroits-là. Il y a des refuges de temps en temps, mais c'est pas un lieu où vivre. Et ma question, c'était, est-ce qu'on peut vivre dans un lieu où on ne peut pas vivre ? Avec toutes les conditions de survie, quand même de confort, quoi. Valentine Gobi, vous, alors quel était le projet de départ ? Bonjour. Le projet de départ, en fait, c'est pas une expérience parce que je travaille sur des faits réels. Et donc je connais d'abord la fin de l'histoire. Généralement, d'ailleurs, je l'annonce dès le début du livre, comme ça n'est pas un roman à suspense et on s'accroche à autre chose qu'à l'idée de savoir la manière dont on va quitter les personnages. Au départ, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'un lieu extraordinaire, qui est un des plus grands sanatoriums qui ait existé en France. Et ce sanatorium, c'est celui d'Incourt, qui comptait 3 bâtiments extraordinairement vastes, construits dans les années 30. C'est ce qu'on appelait l'architecture paquebot, et ça vous donne une clé de compréhension du titre. Construit avec des terrasses pour exposer les gens au soleil, puisque jusqu'à la fin des années 40, il n'y avait pas d'antibiotiques, on avait recours à la lumière et de façon plus violente à la chirurgie. Et ce bâtiment-là, très très impressionnant, est dans un état de ruine épouvantable. Sachant qu'il est sur la liste des monuments historiques, j'étais assez choquée d'observer l'écart qui existait entre ce qu'on avait voulu en faire, c'est-à-dire un lieu de mémoire, et puis ces ruines épouvantables, taguées, dans lesquelles on tourne des films d'horreur et qu'on loue pour des parties de paintball. Je trouvais qu'il y avait là un étrange paradoxe. Et j'ai pu aller sur les lieux. Là, j'ai découvert en effet quelque chose de terrible pour la mémoire et pour les gens qui l'ont traversé. Et puis il y avait une plaque qui rappelait que ce lieu avait été un centre d'internement administratif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la question qui se posait, c'était aussi pourquoi une mémoire chasse l'autre. Alors cette tuberculose de l'après-guerre, moi je la connaissais mal. J'ai proposé à la personne qui m'avait évoqué ce bâtiment incroyable de venir le visiter avec moi puisque j'ai pu le faire ouvrir. Et là, je m'extrais de la scène d'ouverture du livre, mais j'y étais. Cette femme a traversé ces lieux tordue d'émotions. Ses souvenirs d'enfance ont rejailli avec beaucoup de force. C'est l'histoire en effet d'une famille qui a été vraiment aspirée par la dépossession totale qu'entraînait la maladie à l'époque et l'absence de sécurité sociale. Et c'est surtout c'est une histoire d'amour absolument extraordinaire, puisque cette femme, toute jeune fille, a pris en main le destin de sa famille d'une manière difficile à imaginer aujourd'hui, puisqu'elle a été émancipée très jeune. Et c'est l'histoire d'un combat. C'est vraiment l'histoire d'une résistance contre la fatalité et le sort. Et je l'ai trouvée... Elle a eu des résonances très fortes en moi parce que, justement, c'était une histoire familiale. Même si le contexte historique m'intéressait au plus haut point, c'était surtout l'histoire de gens qui avaient refusé un compromis liberticide entre la protection qu'on leur promettait au mépris de la solidarité de leur famille et surtout qui avaient préféré la vie. Et à ce moment-là, quand j'ai réalisé ça, au cours de cette promenade dans ces lieux éventrés, j'ai eu envie d'écrire cette histoire méconnue des tuberculeux de l'après-guerre. Donc voilà. C'est quand même, pour reprendre notre titre, c'est la force de survie quand même qui... Je vous disais tout à l'heure à l'entrée, je peux répéter la même phrase, mais en fait c'est intitulé pour moi, quand on parle de survivre, on peut soit imaginer qu'il s'agit de lutter contre la mort, c'est un peu le cas dans mon livre, mais quelque part c'est l'affaire de la médecine en l'occurrence. Mais ce qui me frappe chez ce personnage de jeune fille, Mathilde, c'est qu'elle a cherché à survivre, c'est-à-dire à vivre plus. C'est cette espèce d'énergie tellurique qu'elle va trouver en elle-même, dans les autres, dans quelques compagnons et alliés de la vie, alors qu'ils perdent tout. Cette force-là me frappe. Donc c'est l'idée de vivre au-delà. Oui. L'idée d'intensité. Absolument. Oui. Christine Montalbetti, alors vous, de la même façon, on se dit, quel est le projet un peu fou qui est à l'origine, parce que bon, vous n'avez pas été spationaute vous-même, je suppose.
Non, c'est vrai. Ce qui m'avait touchée, en fait, c'était toutes ces images d'astronautes en apesanteur, de voir comme ça ces corps flotter, tout ce que ça implique de reconfiguration du rapport au monde, cette manière de pouvoir se déplacer dans toutes les directions, en fait, en utilisant les 3D et pas seulement 2D comme on le fait sur Terre. Et voilà, j'ai éprouvé une fascination pour ces images. Qui était là, cette fascination depuis longtemps, avant le déclic d'écriture. Alors, oui, ce qui me touchait aussi, c'était ce que ça nous apprenait en retour sur notre manière à nous d'habiter le monde, de négocier avec la gravité. Après, de manière plus anecdotique, à l'origine du roman, il y a eu le fait que l'observateur de l'espace m'avait commandé une nouvelle. Donc j'avais commencé à faire des recherches et puis j'étais tombée sur ce dernier lancement de navette spatiale, donc qui a eu lieu en 2011, l'été 2011 en Floride. Et j'avais été touchée par cette question des dernières fois, par tout ce que ça impliquait de dernières fois au sol, pour les équipes au sol. Et j'avais écrit une petite nouvelle dans laquelle 2 amis roulaient en voiture dans le Sunshine State jusqu'à l'ère de lancement et pensaient au lancement, ils rêvassaient. Et du coup, j'avais été un peu frustrée d'être restée sur Terre. J'avais eu envie de m'envoler sur la station. Et donc, voilà, j'ai écrit ce roman qui raconte cette dernière mission. Alors à partir de beaucoup de documentation, justement, parce qu'on a vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, on est dans la navette spatiale. On a vraiment chaque minute pratiquement de la vie des astronautes. Est-ce que c'est une vie qui est déjà à la base très documentée, ou est-ce que c'est essentiellement du travail de fiction qui permet certainement de dire le vrai, mais... J'ai eu la chance de rencontrer des astronautes. J'ai rencontré des astronautes français d'abord, Claudie Aigneret et Jean-François Clairvoy. Et puis j'ai rencontré mon héroïne, Sandra Magnus, une première fois en France et une deuxième fois en Virginie. Et puis aussi une jeune astronaute italienne dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle est rentrée il n'y a pas très longtemps de la station, Savanza Cristoforetti. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec de la documentation visuelle sur Internet. Et assez vite, alors que j'avais commencé à travailler d'une manière un peu traditionnelle, en me documentant et en inventant, comme voilà, avec des jeux d'aller-retour, en inventant des toutes petites choses, mais voilà, je me suis aperçue en fait que j'avais accès à tellement d'informations que je me suis fixé cette règle que tout soit exact. Donc tout est exact dans le roman, jusqu'au motif du sucrier dans le quartier des astronautes, ou à un éternuement d'un des astronautes sur la plateforme qu'on peut documenter, qui est sur une des vidéos. Et du coup, ça a été compris le chewing-gum, ou le chewing-gum de ceux qui sont dans la salle de contrôle, absolument. On a des images de tout, c'est absolument incroyable. Aussi bien des images privées du lancement des vidéos amateurs, comme ça, tremblées, prises depuis la foule, que des vidéos, des entraînements, et qui sont postées comme ça sur le net sans commentaire, qui sont vraiment des images brutes qu'on ne pourrait pas montrer, des images de caméras de surveillance aussi. Et du coup, je me suis fixé cette règle comme ça, très contraignante, que tout soit exact. Et du coup, mais ce qu'il fallait trouver, c'était comment réinventer de la fantaisie quand même, quand tout était exact. Et en particulier en m'intéressant du coup non seulement à des éléments scientifiques, mais aussi à de tout petits détails qui, comme ça, qui n'auraient pas été relevés dans un écrit documentaire et sur lesquels je fais des petits zooms, comme ça, des petits gros plans dans le roman. Et justement, ça ne fait pas peur à l'écrivain, à la romancière, donc à l'écrivain de fiction, un réel qui est aussi documenté au départ ? Si, je veux pas vous cacher qu'au début c'était même douloureux, parce que c'est vrai que ce qui est troublant et qui donne du plaisir, il y avait beaucoup d'inquiétudes aussi bien sûr, mais quand même ce qui donne du plaisir dans le moment de l'écriture de fiction, c'est le fait que la phrase produise des mondes, qui n'étaient pas là juste avant, enfin que ce soit juste ce pouvoir-là incroyable de la phrase de produire des mondes, et puis même que pour partie on découvre aussi en les écrivant. Donc je m'interdisais ce plaisir très fort de l'écriture de fiction,
Et donc il y a eu une première phase comme ça, un peu douloureuse, mais après que j'ai dépassé justement en trouvant ce lieu de la fantaisie. Il y a aussi beaucoup d'humour aussi sur la vie dans l'espace. Même les astronautes les plus chevronnés s'amusent encore de voir les petites tomates cerises s'envoler autour d'eux quand ils sont en train de manger et de les gober devant la caméra. Ou voilà. Il y a aussi quelque chose de très ludique dans le fait que le rapport au corps change là-haut dans l'espace et qu'il est tout d'un coup dans une liberté incroyable puisqu'il n'y a plus de poids, il est sans poids comme ça, dans la légèreté. Céline Minard, vous nous disiez tout à l'heure que vous vouliez voir ou expérimenter comment on pouvait vivre dans un endroit où on ne pouvait pas vivre. Et vous avez choisi de l'expérimenter, de le tester par l'écriture, par la fiction. Est-ce qu'il y a néanmoins au départ une expérience de ce type-là ou qui pourrait s'y rattacher dans votre vie ou est-ce que cette expérience, vous la menez de manière strictement littéraire ? Eh ben, les deux. Mais c'est strictement littéraire. Mais effectivement, j'ai vécu un peu en montagne, un petit peu en altitude, pas très haut, mais elle non plus est pas très haut. Mais dans un... Savez-vous que c'est la première chose que je me suis dit, c'est 1600 mètres, je crois. Non, ça c'est le jardin. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Parce qu'au début, je me suis dit, oui, conditions extrêmes, n'exagérons pas. Mais non, c'est ça, c'est pas du tout des conditions extrêmes, c'est juste la limite. C'est là où elle est au-dessus, et là, on ne peut plus faire de jardin, là ça ne pousse pas, et là, personne ne s'installe parce que c'est quand même très rude et l'été et l'hiver. Mais ça n'est pas extrême, c'est un extrême, c'est une voie moyenne dans l'extrême, hein, c'est pas la traversée du pôle Sud. Mais c'est strictement littéraire aussi, dans le sens où le lexique que j'utilise, qui n'est pas si dense que ça, d'ailleurs c'est un des livres pour lesquels je me suis le moins documentée, en même temps ce lexique-là dégage un espace particulier, et moi ça m'intéresse toujours beaucoup d'avoir affaire à des mots très précis, très techniques, qui permettent d'avancer dans le récit exactement comme on peut avancer grâce à un coinceur ou à un spit en montagne. Et du coup, effectivement, comment on peut... c'est comme cela que ça bascule d'une expérience qui est d'abord physique, sur le plan strictement narratif, à une réflexion ou une expérience d'ordre... vous avez dit de pensée. Je ne sais pas si on peut dire spirituelle ou expérience de pensée. Je préfère de pensée parce que spirituel, oui, voilà, il y a une ambiguïté religieux. Oui. Et là, c'est pas le propos. Je ne sais pas si ça bascule ou si ça marche sur deux pieds en même temps, enfin l'un après l'autre quand même, ça évite de tomber. Et on peut sauter aussi, mais... Et je crois que pour moi c'est la même chose, les périodes descriptives ou narratives et les salves de questions participent du même mouvement dans le texte. Et c'est peut-être deux façons différente de répondre à la question qu'elle s'est posée au début et qui est très simple, qui est comment vivre, comment être guidé, sur quoi guider sa vie. Et l'hypothèse qu'elle fait, c'est les éléments vont le faire. Si je me mets dans une situation assez intense en fait, pas extrême mais intense pour être façonnée pour que mon action quotidienne soit en partie dictée par l'extérieur, est-ce que ça va donner, non pas un sens, mais une orientation à ma vie? Et c'est une vie quotidienne dont il s'agit. Oui. Et donc une vie quotidienne qui n'est en théorie, en principe, ou plus parasitée par les imbéciles. Je sais plus l'expression exacte, vous avez une phrase qui revient régulièrement pour caractériser tous ces gens qui, au quotidien, vous empêchent de vivre comme vous le voulez. Je dis vous, c'est... oui, c'est pas moi. Hein. Oui. Oui, elle s'est quand même extraite de la société humaine. Est-ce qu'il y a une forme de misanthropie au départ chez cette femme? Oui, les ingrats, les envieux, les imbéciles, on pourrait penser qu'elle est un tout petit peu misanthrope, peut-être. Ou peut-être un tout petit peu lucide, ou peut-être... Mais le fait est qu'elle s'est dégagée de ça. Peut-être pour mieux le questionner quand même. Oui. Valentine Gobi, vous, est-ce qu'il y avait la volonté d'apprendre quelque chose grâce à l'écriture fictionnelle grâce au dispositif fictionnel, finalement comprendre, qu'est-ce que vous cherchiez est-ce que
vous cherchiez à comprendre quelque chose, ou votre plaisir est surtout de partager avec le lecteur une histoire Sur ce livre-là, je crois que j'avais vraiment envie d'explorer, mais bon, c'est quelque chose que je fais par ailleurs. Enfin, je l'ai déjà fait avant un certain nombre de fois, mais l'idée, c'est comment trouver la langue pour rendre compte de lieux, d'images oubliées, non seulement oubliées, mais dont on n'a même pas conscience. Qui parmi vous il y a sûrement des gens qui vont répondre que oui, mais enfin bon, ça fait pas partie de notre collectif visuel comme ça, de notre mémoire visuelle à tous, mais qui a conscience de ce que c'est aujourd'hui que de vivre dans un environnement médical comme celui du sanatorium, qui est une espèce d'île. J'avais envie de rendre le sentiment des douves, c'est-à-dire que il y avait une peur. Quand je dis qu'on l'a oubliée, c'est qu'elle ressemble fort à celle, par exemple, qu'on a eue pendant la peste, au moment de la peste. On appelait la tuberculose la peste blanche. Et ce que je voulais raconter, c'est cet isolement progressif, qui pour le coup n'est pas le fait d'une volonté, mais de la peur des autres. Et ce sentiment des douves qui se creuse tout le long du livre, inexorablement, c'est cela que je voulais essayer de rendre, avec une sorte de pauvreté dans la phrase, dans le vocabulaire, de nudité, puisqu'on va vers la nudité extrême. Ce sont des parias, c'est vraiment au sens littéral, c'est-à-dire qu'un paria, c'est quoi? Ça vient de l'indien, en fait, c'est pas un mot français. Les parias, ce sont ceux qui sont isolés au milieu des autres, dans la communauté. Ils restent dans la communauté, mais ils deviennent en quelque sorte intouchables. Donc ça n'a rien à voir avec un exil, c'est une autre sensation. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se couper des autres, mais dont les autres se coupent. Et alors, peut-être là, vous vous dites que j'exagère, mais dans les années 60, il faut bien se rendre compte que donc, l'antibiotique, la streptomycine, a été découverte en 1944, est arrivée en France en 1947, puisqu'elle venait des États-Unis. Les gens avaient des images d'une telle terreur quand ils imaginaient la tuberculose, non seulement parce qu'on en mourait, point, ça s'arrêtait là. C'est-à-dire, c'était des effusions de sang, la tuberculose. Et puis, quand la chirurgie a commencé à arriver, les corps ont été extraordinairement déformés, section des côtes, on cassait les os, les clavicules pour atteindre le poumon, qu'on sectionnait lui-même. C'était abominable ce qui se passait sur le corps des gens. Et donc, il y avait la perspective de la mort, de la déformation physique. La contagion était extrême. Je veux dire, quand vous parlez, vous postillonnez, n'est-ce pas, comme moi maintenant. Et vous avez des gouttes comme ça de salive minuscules qui restent en suspension dans l'air pendant quelques secondes, jusqu'à 4 mètres devant celui qui parle. Une seule de ces gouttes peut vous contaminer. Donc je veux dire, la mort est partout. Et ce que je voulais raconter, c'est ça, c'est-à-dire comment s'installe cette situation d'isolement progressif, essayer de le rendre dans la langue et montrer comment on peut en sortir. Et c'est par la langue qu'on va en sortir. Entre autres choses, parce que cette jeune fille, Mathilde, c'est grâce à l'accès aux journaux, par exemple, qu'elle va pouvoir rompre cet isolement qui est celui d'un petit village de 500 habitants. Aujourd'hui, quand je vous dis Mantes-la-Jolie, vous vous dites c'est presque Paris, c'est la banlieue, c'est urbain. Oui, à l'époque, c'est la France rurale. Et donc, les journaux lui permettent de dépasser ce territoire. Il y a des résonances entre ses propres luttes et d'autres luttes plus vastes, plus collectives. Et c'est comme ça que j'amène la guerre d'Algérie dans ce roman-là. Non pas dans son expérience physique, mais parce que les journaux en rapportent, qui tout d'un coup font résonner des mots très forts, le mot d'indépendance, de lutte, de prix de la liberté, puisqu'elle-même renonce à la sienne pour pouvoir soutenir sa famille. Donc voilà, c'était ça en fait le principal. Je ne sais pas si j'essayais de comprendre, je crois avoir compris très fort, puisque je travaille uniquement avec des témoins. C'est ma documentation première. Je crois avoir vraiment compris ce que signifiait cette coupure-là, et j'avais envie de la rendre dans un roman.
Et vous parliez donc de cette expérience du paria, et c'est d'autant plus fort dans le cas de cette histoire-là, que ça touche une famille qui au départ est hyper intégrée à son village. C'est plus qu'intégré, oui. C'est le cœur même en fait, oui. C'est le soleil. C'est même on peut dire, de manière anachronique, familière, c'est les stars du village. Enfin, on est dans un environnement, vous savez, il y a peu de distractions à l'époque. Je rappelle qu'il n'y a pas le téléphone dans les familles, on circule très difficilement, c'est difficile d'aller à Paris. Sur un territoire très mince, en fait, on a les jambes et les lettres, c'est comme ça qu'on communique. Donc le téléphone est très important, c'est des gens qui ont quasiment aucun appareil ménager, hein. On n'est pas à Paris dans les milieux urbains, et puis c'est le tout début, hein. Il n'y a pas de voiture, enfin voilà, donc il faut trouver en soi de quoi se distraire, de quoi apprendre, de quoi être heureux en fait. Ce sentiment de la joie est vraiment nécessaire. Et ce qu'a fait le Balto, qui est tenu par Paul Blanc, qui est un joueur d'harmonica, qui a cette espèce de souffle qui emporte tout le monde. La scène d'ouverture est un bal. C'est en effet un lieu de vie central. C'est vraiment le cœur qui irrigue toute la vie de ce village. On y tient et des fêtes et des bals, on héberge les gens qui ne savent plus où aller, les jeunes filles qui voudraient avorter et qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc en effet, c'est un référent central. Et c'est d'ailleurs le village dans son ensemble, sa cohésion, qui est mise en danger par la maladie qui déporte ses parents, ses adultes dans un sanatorium. Oui, il y a une déconstruction complète du lien social et du territoire. Christine Montalbetti, vous aussi, est-ce que vous avez... est-ce que c'est une question qui se pose ou qui ne se pose pas du tout quand vous écrivez, et en l'occurrence dans ce livre-là, est-ce que vous cherchez par la fiction à comprendre quelque chose? Très vaste question. Disons que, alors spontanément, ce que je répondrais, c'est que ce que je sais que je cherche avec la fiction, c'est à retenir ce qui s'enfuit. Ça, c'est ça d'abord. Pour moi, écrire de la fiction, retenir des bribes de nos expériences, retenir des sensations, retenir voilà, tout cet éphémère. Après, par rapport à dans ce qu'on retient de tout ce qui s'enfuit, on retient aussi du vocabulaire, du lexique, par exemple des mots désuets. J'aime bien de temps en temps avoir recours à un mot désuet, mais aussi des mots scientifiques, parce que la science, c'est avant tout des langages, d'autres manières de décrire aussi ce qui nous entoure. Et là, peut-être que... Alors jusque-là, ça m'arrivait d'utiliser un terme scientifique plutôt pour créer un effet de surprise dans la phrase. Et au fond, le terme scientifique, il n'avait pas une fonction très très différente de l'onomatopée, qui était là aussi pour créer un effet de surprise, ou du mot d'argot, ou du mot désuet. Enfin voilà, de créer tout d'un coup dans la phrase une petite surprise, un changement de niveau de langage qui réveille peut-être le lecteur, et en tout cas qui réveille la phrase. Tandis qu'ici, bien sûr, cette fois, il y a du savoir aussi qui se transmet au lecteur. J'ai appris beaucoup de choses en écrivant sur cette mission, en rencontrant ces astronautes, en faisant des recherches. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une part de savoir comme ça qui se transmet dans le roman. Mais peut-être que dans cette transmission aussi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de la faire passer dans le rapport au lecteur. C'est la relation au lecteur. Le fait que je m'adresse, comme dans mes autres romans, beaucoup au lecteur, que pour moi, écrire, c'est vraiment un geste adressé, que j'écris en pensant au lecteur, et que donc je lui parle beaucoup dans le roman comme dans les autres, et que du coup aussi, le savoir, ça devient, enfin, ce savoir comme ça que j'apprends et que je lui transmets, ça devient aussi un élément relationnel. Enfin, c'est pris dans une relation. C'est toujours pris dans des adresses au lecteur. Je repensais à notre titre de débat en vous écoutant, et je me suis dit peut-être que le survivre sur lequel on s'interroge, excusez-moi, c'est un peu facile ou un petit peu tiré par les cheveux, mais on pourrait dire que c'est comment survivre comme écrivain face à un réel hyper documenté pour vous. Donc voilà, vous survivez, vous allez inventer votre voix, vous allez créer une relation avec le lecteur, parce que le réel là risque de prendre toute la place. Oui, mais c'est juste parce que c'est vrai qu'il y a toujours une mise en péril à changer complètement sa manière d'écrire, enfin, à changer en tout cas sa méthode, enfin Et finalement, c'est vrai que l'enjeu, au bout du compte, c'était en travaillant avec tout ce matériau de documentation, d'arriver à retrouver quelque chose qui soit quand même mon monde. Et par exemple, avec cette attention aux détails ou la manière dont
ou la fantaisie, ou voilà comment réinjecter aussi de l'humour dans cette matière. Et vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit « Ah, c'est comme ça que je vais m'en sortir » ou c'est... Oui, oui, je crois que c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que cette exactitude n'empêchait pas la fantaisie et que c'était grâce à cette fantaisie que j'allais pouvoir respecter mon contrat d'exactitude tout en retrouvant de la joie à écrire et de la voilà. Et après ça peut passer par des détails. Par exemple, c'est vrai que dans mes romans il y a souvent des insectes. Par exemple, dans Journée américaine, il y a tout un chapitre qui raconte un match de football américain depuis le point de vue des moustiques, qui sont ravis de voir tous ces spectateurs concentrés sur le jeu et toute cette chair offerte. Ou bien au début de Western, il y a aussi des fourmis qui risquent d'être écrasées par la botte du cow-boy sous l'auvent. Et souvent ces scènes, ça me permet en fait de traiter des sentiments assez graves de manière humoristique. Par exemple, au début de Western, la possibilité du massacre des fourmis qui annonce le duel final, ou bien dans Journée américaine, le fait que cette liesse des moustiques se transforme à la fin en espèce de satiété, de dégoût. Voilà. Travailler sur des sentiments comme ça forts, mais plutôt que de les prêter au personnage principal, ce qui me paraît parfois un petit peu lourd, traiter cette mélancolie ou cette violence avec humour en la prêtant aux insectes. Et sur ce vol spatial, il se trouve qu'il y avait quand même quelques insectes qui avaient été embarqués, une flopée de mouches, mais aussi 2 araignées. Et ces 2 araignées avaient reçu un prénom. C'est les scientifiques qui leur avaient donné un prénom, Gladys et Esmeralda. C'est des sacrés prénoms. Je ne sais pas si elles étaient assez jolies pour les porter, mais et du coup, tout d'un coup, cette espèce de petite scène typique que j'aime bien travailler, la scène des insectes, elle m'était offerte aussi par la réalité, et même la réalité la dépassait, puisque moi j'avais jamais osé donner des prénoms à mes moustiques. Et voilà, du coup il y a une longue scène sur les araignées, et on peut trouver même une vidéo en noir et blanc d'une des 2 araignées qui essaye de construire sa toile plus ou moins bien, parce que c'est très difficile sans la gravité qui aide la toile à être bien constituée. Donc au début, elle a beaucoup de mal, et puis finalement, elle fait bon gré mal gré, elle fait sa toile. La vie est faite de ces toutes petites choses. C'est aussi une façon de dire qu'est-ce que la vie quotidienne, même en situation extraordinaire ou hors norme. Céline Minard, est-ce que vous aussi, la question de la vie quotidienne, parce qu'on pourrait aussi un peu le reformuler comme ça, qu'est-ce qu'une vie quotidienne dans une situation extraordinaire? Est-ce que c'est un sujet, un domaine d'investigation ou de réflexion qui vous intéresse particulièrement, ou c'est ce livre-là qui en a été l'occasion? Je ne sais pas trop. De toute façon, je pense qu'on ne vit que la vie quotidienne, qu'il n'y a pas d'autre vie que la vie quotidienne. Donc, on se débrouille pour y vivre des choses intéressantes ou pas. Et en tout cas, un des points de départ de ce bouquin-là, c'est quand même un peu une relecture des recherches philosophiques de Wittgenstein en montagne. Et qu'est-ce que fait Wittgenstein, si ce n'est dans ce livre-là, de revenir au langage quotidien, sans plus s'occuper du langage logicien ou mathématicien, et de questionner la langue la plus commune dans sa structure, pas dans sa psychologie ou dans des messages qu'elle pourrait véhiculer, mais dans sa structure, avec une extrême rigueur, mais le langage de tout le monde. Et je pense que ce qu'elle fait là de ses journées, c'est très pauvre, si on veut, puisque c'est son jardin, c'est des promenades, c'est un peu de grimpe, c'est un peu d'exploration de ce qu'il y a autour d'elle, voilà, selon un périmètre à taille humaine. Et c'est tout. Seulement ce quotidien assez pauvre, il est possiblement très riche. Et elle y va avec 2 ou 3 questions. Qu'est-ce que c'est que la menace? Qu'est-ce que c'est que la promesse? Qu'est-ce qu'il y a dans une relation humaine la plupart du temps? Et est-ce qu'on pourrait penser à une relation humaine qui échappe à la destruction, à la séduction? À la domination? À la domination. Voilà, donc c'est un quotidien pauvre, hein, mais
C'est pas mal. C'est des grandes petites questions, des petites grandes questions. Et c'est, j'insiste un petit peu parce que moi ça m'intéresse bien. Est-ce que le sujet de la vie quotidienne en général, pour vous, c'est un objet romanesque, enfin ou encore est-ce que c'est un de vos thèmes ou un de vos sujets de réflexion romanesque, alors plus ou moins explicite, hein, enfin ça peut être rampant dans certains endroits, ou est-ce que vraiment, encore une fois, c'est la spécificité de ce livre-là, de s'être confronté à cette zone de l'existence? Non, je pense que c'est pas du tout un de mes motifs. Non. Donc c'est la particularité de ce livre-là. Mais je suis pas sûre que ce soit la particularité de ce livre-là non plus. Bon, c'est vrai que ces actions sont assez décrites, mais quand même pas heure par heure. Et puis il y a des ellipses. On n'est pas dans un journal de bord absolument strict. Mais c'est vrai qu'avec cette dimension très ancrée dans le réel. Voilà, peut-être c'est ça, oui. Le quotidien là-dedans. Elle est en train de parcourir ces espaces-là et ce ne sont pas des espaces imaginaires et les espaces de pensée ne sont pas non plus des espaces imaginaires et c'est la même démarche dans l'un ou dans l'autre, c'est assez concret en fait. Et vous, en écrivant ce livre-là, c'est les situations elles-mêmes qui appelaient les questionnements que vous reproduisez. Ça venait au fur et à mesure, justement, du dispositif fictionnel qui était mis en place et hop, ça appelait une question, et peut-être une réponse, on ne sait pas. Pas trop de réponses, non? Oui, c'est pour ça que je prends des précautions. Non, ça se fait comme ça. Moi, j'écris les mots les uns après les autres, les phrases les unes après les autres. Enfin, je ne fais pas de montage. De toute façon, le texte, il a un rythme propre. Au bout d'un moment, très vite, je pense. Donc, on peut pas trop... Il n'y a pas tellement de... Enfin, moi, j'ai pas tellement de latéralité. Je ne peux pas réinjecter du texte à l'intérieur de cette linéarité parce que ça ne fonctionne pas. Tout est tellement lié que ça délirait, ça fait un hiatus, quoi. Alors que c'est plein de hiatus, mais ils sont équilibrés. Et ça vient comme ça. Enfin, c'est le texte lui-même qui s'engendre, qui a son propre équilibre. Et quand on fait un pas de côté, on le sent très bien, c'est faux et on peut l'enlever. Et ce que je voulais dire aussi, c'est est-ce que c'est un dispositif que vous mettez en place, vous, pour finalement, pour penser ou pour... est-ce que vous vous donnez un programme? Bon, voilà, je mets ça, hop. Et puis, on va voir ce que ça produit et comment ça me permet de penser ce questionnement. Non, c'est pas un programme. Il y a une discipline, ça c'est sûr, parce que si je pouvais ne pas écrire, des fois je le ferais volontiers. Mais il n'y a pas de programme. Tout n'est pas fait. Le livre est là quand je le commence, enfin, sauf qu'il n'est pas là, quoi. Et puis qu'il faut le faire. Mais c'est pas en termes de cases ou de programmes à remplir ou de tiens, il faut parler de ça, là. Non, c'est pas ça. C'est un mouvement, en fait. Et quand il est amorcé, il doit se continuer avec peut-être des faux mouvements, des fausses routes, etc. Mais c'est un mouvement, c'est exactement ça. Il y a quelque chose qui se déploie. Et bon, il faut travailler à le déployer, mais ça se déploie dans le maximum de justesse possible, c'est pas mal. Donc vous ne pensez pas du tout l'écriture comme un dispositif ou, voilà, hein. Pas du tout. Et d'ailleurs, oui, non, certainement pas un dispositif. Parce que ça, et quand il y a une structure dans un texte, elle n'est pas de l'ordre du dispositif, où on aurait calculer tous les effets avant ou mis en place un certain nombre de contraintes, etc. De toute façon, la contrainte, elle est déjà dans la langue. Il faut écrire. C'est énorme comme contrainte. Il y a une grammaire, il y a des choses à pas faire, enfin qu'on peut faire quand même. Hein. Et puis, respecte les règles de grammaire. Pas trop. Mais en sachant que je ne le fais pas. Et puis, mais enfin, tout ça est déjà bien contraignant. Et puis, si on veut parler d'un environnement de façon un peu sensible, il faut que ça tienne debout, et puis donc c'est plein de contraintes, donc ça me suffit largement. Voilà, effectivement. L'une et l'autre, avant de donner peut-être la parole au public, justement,
comment vous accommodez-vous de cette question des contraintes que l'on se donne, que l'on subit pour l'écriture, évidemment, pas pour le reste. Est-ce que vous avez l'impression de lutter contre des contraintes pour réussir à créer, ou au contraire de vous donner des contraintes pour réussir à créer, ou c'est même pas du tout une question? Vous avez le droit de me dire que ça ne se pose pas. Pour moi, ça dépend des livres, en fait. Je ne suis pas la même personne selon le livre que j'écris. J'en attends pas du tout les mêmes choses. Le projet littéraire est spécifique à chaque livre, puisqu'il ne s'agit pas de refaire 5 fois la même démonstration. Ce sont des univers qui portent en effet, comme tu le disais, une langue particulière, qui font référence à des images qui leur sont propres. Et puis, ce qu'on vient y faire soi-même, ça c'est encore une autre histoire. Est-ce qu'on est là pour montrer? Est-ce qu'on est là pour contester? Personnellement, chaque livre me met dans une position différente par rapport à l'écriture. Ce que je sais, c'est que je refuse aussi l'idée du dispositif préparé. Moi, je suis quelqu'un, en fait, qui essaye d'écrire en 2 temps. D'abord, je veux pas penser quand j'écris, parce que je veux pas exercer de contrôle sur cette découverte aussi très forte des résonances qu'il peut y avoir entre un sujet qui m'attire et moi-même. Et ça, je n'en ai pas toujours conscience de ce qui fait cette résonance, de ce qui permet cet écho-là fort. Donc, j'aime bien aussi me dire que quelque chose en moi va parler, dont j'ignore parfois ce qu'il va me dire. Et donc, il y a une première écriture dont je ne cherche pas à vraiment maîtriser la forme, et qui est une sorte de magma archaïque qui arrive comme ça à la surface, et que je cherche à rendre lisible ensuite, dans un deuxième temps. Mais je pense pas la phrase avant de l'écrire. Je pense même pas le livre avant de l'écrire. Et comme je travaille sur du vivant... vous avez un sujet quand même. Oui, évidemment. Voilà. Et puis quand je parle du camp de Ravensbrück, je sais très bien comment ça se finit aussi. Mais là où j'emmène mes personnages, je ne le sais pas. La grande histoire, elle me donne déjà les clés essentielles du contexte. Voilà. Mais ce qui arrive à mon personnage se fait beaucoup l'écho de ce qui m'arrive à moi quand j'écris. Et l'idée aussi d'être surpris par ce qui arrive, par la forme que le roman va prendre, est une des grandes jubilations de l'écriture pour moi. Christine Montalbetti. Par rapport à cette question de la contrainte, alors c'est vrai que pour ce roman-là, il y avait cette contrainte que tout soit exact, mais qu'ensuite il fallait un peu faire... tout en la respectant, voilà, de transcender pour atteindre la fantaisie. Mais sinon, de manière générale, je ne pense pas du tout les choses en termes de contraintes que je me fixerais. Et Céline Minard parlait de mouvement. Je crois que pour moi aussi, c'est vraiment ça l'expérience du moment de l'écriture. Le mouvement de la phrase, la manière dont... l'énergie que ça demande aussi, tout simplement, d'écrire. Quelque chose comme ça qui se déclenche, que la phrase entraîne, ce qui se passe comme ça dans le travail de la phrase, et ce qu'elle charrie, et voilà comment elle charrie des mondes, et comment elle les fait advenir, comment elle les fait apparaître. Est-ce que d'avoir écrit ce livre, ce roman, vous donne un peu l'impression d'avoir vécu la vie d'un astronaute ? L'astronaute Jean-François Clairvoy m'a dit ça. Il m'a dit que, en plus, il faut dire que beaucoup plus que pour les autres romans où d'habitude j'écris le matin, et puis dans le dernier mois j'écris du matin au soir pour terminer le roman. Là, j'ai eu vraiment une très très longue période pendant plusieurs mois. Presque d'isolation, d'isolement, où j'ai écrit de 9h du matin à 19h, voire à minuit, selon ma vie personnelle à côté. Et ce qui fait que voilà, c'était des temps, tout simplement, où j'étais aussi assise à ma table en intérieur, qui étaient assez proches aussi de l'expérience des astronautes qui vivent aussi... le confinement, et puis aussi tout ce que ça implique aussi physiquement, de manque d'exercice qu'il faudrait que je rattrape. Est-ce que vous avez écrit en apesanteur ? Alors,
peut-être l'esprit, mais le corps, hélas. Mais heureusement aussi bien fixé à ma chaise pour pouvoir toucher mon ordinateur. Parce qu'il faut savoir aussi que les astronautes ont ce qu'ils appellent des chambres, qui sont des toutes petites... tout petits espaces, et ils ont chacun a son ordinateur, mais c'est très compliqué parce comme il n'y a pas de gravité, on ne peut pas appuyer sur l'ordinateur et on est toujours trop haut. Il faut se sangler pour essayer de... Voilà. Alors moi, j'ai écrit quand même dans des conditions beaucoup plus faciles, mais c'est vrai que c'était aussi ça, un des enjeux du roman, à travers la description de tout ce que ça changeait, du rapport du corps aux objets, d'être en apesanteur ou en impesanteur, ce que ça réveille en nous aussi de conscience plus aiguë de notre rapport au monde réel, au monde quotidien, aux objets qui restent docilement sur la table, mais qu'on peut aussi briser. Voilà, tout ce qui est à la fois de plus commode à la gravité et aussi de plus douloureux parfois. Alors, si le public a peut-être envie de réagir à certains des propos qui ont été tenus, que vous ayez évidemment lus ou pas encore lus, puisque le but c'est quand même de vous donner envie d'aller lire les livres. Donc, je suppose que beaucoup d'entre vous ne les ont pas encore lus, mais peut-être avez-vous des questions, soit sur ce que vous devinez des histoires évoquées dans ces livres, soit sur le travail de l'écriture ou le travail d'écriture de chacun des auteurs qui sont présents ici, ou peut-être qu'il y a eu des propos qui vous ont étonné et auxquels vous voudriez réagir. Et je crois qu'on peut faire passer un micro si nécessaire. J'avais une question pour Céline Minard. En fait, je voulais savoir, connaître la raison pour laquelle vous ne révélez pas les raisons pour lesquelles l'héroïne fait le choix de s'isoler. Donc on peut bien sûr imaginer plusieurs raisons, que ce soit une rupture amoureuse, un deuil, un burn-out. Mais j'imagine que c'est un choix volontaire de ne pas révéler le pourquoi, en fait. Parce que... Ça marche. Ah oui. Si, ça marche. Parce que ça ne m'intéresse pas, le pourquoi. Alors là, il y a des milliers de raisons de s'extraire de la société humaine, et avec raison, je dirais. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la situation et ce qu'elle va développer. Ce qu'elle va développer comme espace et comme réponse à ces questions-là. Parce que, en fait, c'est un journal et c'est écrit avec un jeu JE, à la première personne du singulier, mais c'est pas biographique, ça n'est pas un rapport d'activité. C'est un texte où le jeu est beaucoup plus universel, beaucoup moins. Il n'est pas personnel, comme la vie n'est pas personnelle. Et quand même, ce qu'elle cherche à questionner, c'est la vie quand elle n'est pas prise, ou la relation quand elle n'est pas prise dans toutes ces choses de tension. Et d'ailleurs, est-ce que ça a un sens, hein? Peut-être pas. Et comme est-ce qu'il existe une règle privée? Peut-être pas non plus. Donc, c'est un peu la tension entre ces choses-là. Mais ce jeu-là est très impersonnel. C'est peut-être un jeu de temps en temps métaphysique, un sujet métaphysique, mais c'est pas la psychologie, ça ne m'intéresse pas du tout. Une dernière question, peut-être? Une autre question? Peut-être une dernière? Non? Alors, il me reste à remercier Céline Minard, Le Grand Jeu aux éditions Rivage, Valentine Gobi, Un paquebot dans les arbres aux éditions Actes Sud, et Christine Montalbetti, La vie est faite de ces toutes petites choses. Est-ce qu'on vous retrouve sous le chapiteau pour signature immédiatement? Merci à vous. Merci.